Parfait, bonjour à tous. Nous pouvons entamer cette nouvelle audition de la mission d'information, création, diffusion, acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle générative transforme notre éducation et notre culture. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir les représentants des parents d'élèves de l'enseignement public. Alors, la FCPE, la Fédération des conseillers de parents d'élèves des écoles publiques, s'est excusée. Elle a envoyé une contribution écrite et elle pourra suivre nos échanges sur le site de l'Assemblée nationale. Donc nous avons le plaisir d'accueillir en présentiel M. Emmanuel Garot, président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, appelée PEP. Nous vous remercions, cher monsieur, d'être aujourd'hui parmi nous. Donc, il nous a paru vraiment nécessaire d'écouter aussi ce qu'on appelle le terrain, c'est pas très joli comme expression, enfin bref, les usagers du service public, et notamment les parents d'élèves, et leurs représentants, pour leur permettre de s'exprimer sur ce que représente, à leurs yeux, l'irruption de l'IA générative dans nos classes, et dans nos écoles et dans le collège et dans le lycée. Vous êtes aux premières loges pour observer l'usage de tout ça, et éventuellement pour l'encadrer, le contrôler ou l'encourager, selon vous nous direz. Donc, bon, l'IA est proscrite en classe pour l'instant, sauf dans quelques classes expérimentales. De toute façon, là où elle est utilisée, elle est très encadrée par les enseignants. Et c'est chez eux que l'utilisation de l'IA, chez les enseignants, semble avoir déjà transformé en profondeur le travail des élèves. De nombreux enseignants font d'ailleurs état de devoirs intégralement rédigés ou largement rédigés par l'IA, surtout des devoirs à la maison, bien entendu, ce qui témoigne de la rapidité de l'incorporation par les élèves de ces nouvelles technologies. Mais les transformations induites par l'IA ne se limitent pas à cette seule dimension, puisqu'avec la mise à disposition gratuite et instantanée d'un savoir quasi universel, enfin infini, c'est la place même de l'enseignant et de l'enseignement et des sachants, parents d'élèves compris, qui pourrait se trouver remise en question, ou en tout cas qui ne peut pas ne pas subir les conséquences de ce nouvel acteur, au fond, de la prise de connaissances et de l'accès au savoir. Dans le même temps, l'IA offre assurément d'importantes opportunités, notamment l'individualisation ou la personnalisation de la pédagogie. Incontestablement, l'IA peut beaucoup aider en matière d'inclusion scolaire pour des élèves à besoins particuliers, puisqu'on peut faire du sur-mesure, n'est-ce pas, et suivre progressivement les progrès des élèves concernés. Bon. Évidemment, là, le rôle des parents est évidemment central, puisque l'IA ne peut pas être laissée comme cela, sans que les parents, évidemment, notamment à la maison, n'y regardent de près. Alors, ça supposerait évidemment que les parents eux-mêmes soient suffisamment, c'est peut-être ça un peu le nœud du problème, informés de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle générative, qu'ils en soient des usagers ou des consommateurs ou des pratiquants avérés, comment dire, éclairés, voulais-je dire. Ce sont des choses que vous pourrez nous expliquer, puisque vous avez probablement dans votre fédération, dans votre association de parents d'élèves, commencé à réfléchir à ces questions-là. Donc, bon, nous allons faire simplement, nous vous donnons 5-10 minutes, si vous voulez, pour un propos liminaire, si vous en avez préparé un. Et puis, bon, pour entrer dans la problématique, et ensuite, Mme Calvez, rapporteure de la mission, vous posera les questions qu'elle a préparées à votre intention, puis nous débattrons librement. Ça vous va? Bon, très bien. Je vous en prie, monsieur, vous avez la parole. Alors, il n'y a pas de propos liminaire ici préparé à l'avance. Je n'ai pas demandé à l'intelligence artificielle de m'en préparer un. J'ai préféré m'exprimer d'emblée. Tout d'abord, pour vous remercier pour votre invitation. Pour vous remercier également de travailler de plancher sur ce sujet, qui est un sujet intéressant, très important, sur lequel les fédérations de parents d'élèves commencent à réfléchir depuis, je dirais déjà 2-3 ans, à peu près. C'est à peu près à ce moment-là, véritablement, que nous, en tant que parents, on a commencé à voir surgir l'IA dans l'enseignement, et d'abord et avant tout dans l'enseignement supérieur, d'ailleurs. Dans l'enseignement supérieur, où je dirais que l'usage de l'IA s'est largement répandu, et avec probablement le moins de tabous. C'est-à-dire que les enseignants, les professeurs ont intégré l'idée que l'IA était un outil à l'usage des étudiants, que les étudiants savaient maîtriser l'outil relativement bien, les outils d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une IA, il y a des IA, et que les jeunes d'ailleurs sont tout à fait informés du fait qu'il existe plusieurs IA, et que potentiellement ces différentes IA peuvent adresser différents usages et différentes spécialités. Ils ne vont pas forcément utiliser la même selon qu'il s'agit de générer du texte, de générer de l'image ou de se pencher sur des sujets à caractère plus scientifique. Mais c'est vrai que c'est dans l'enseignement supérieur que l'on va retrouver, on va dire, un usage très, très intégré,
en quelque sorte, et que les professeurs ont totalement intégré l'idée que cet outil était utilisé par leurs étudiants. Avec évidemment un certain nombre de conséquences par rapport aux travaux que l'on peut donner, et évidemment avec l'idée que les travaux notamment qui peuvent être faits à la maison vont avoir une certaine typologie, un certain format qui permet de faire de la place à l'IA, certes, mais aussi qui vont pouvoir sortir, on va dire, des compétences de l'IA pour pouvoir réaliser, je dirais, l'estimation de la qualité du travail la plus juste possible. Ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est évidemment l'apparition de l'IA dans le second degré. Le premier degré, ça reste encore un petit peu tranquille. Je pense qu'on va pouvoir laisser ça de côté encore quelques temps, j'espère. Mais en tout cas, dans le second degré, ça arrive de façon progressive. Mais je dirais que quand ça apparaît, ça peut apparaître de manière assez brutale, finalement. Donc il faut que les enseignants s'en emparent. On voit à quel point les enseignants s'en emparent et de quelle manière ils s'en emparent. Notamment dans le domaine littéraire, les professeurs de français, professeurs d'histoire-géographie, par exemple, qui peuvent tout à fait renoncer, notamment en seconde ou en première, à des travaux à la maison, sachant qu'ils vont se retrouver nécessairement face à beaucoup de travaux générés par l'IA, et que, évidemment, cela n'a pas beaucoup de sens que de donner cette possibilité à leurs élèves. Il y a peut-être moins je dirais, de prévention par rapport aux travaux scientifiques, où il apparaît clairement que dans le domaine scientifique, les IA ont tendance à être soit un petit peu dépassées, soit à partir dans un domaine, on va dire, un peu trop inventif. C'est-à-dire dans le domaine juridique, on rencontre aussi un peu la même difficulté avec des IA qui sont capables d'inventer des arrêtés, d'inventer des lois, voire donc d'inventer des théorèmes, si d'aventure l'idée leur vient à l'esprit, si j'ose dire. Donc c'est vrai que là, il y a un usage quand même qui est, je dirais, très différencié, semble-t-il, entre le domaine littéraire et le domaine scientifique, qui reste encore un petit peu épargné. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais en dire, de manière globale, en tout cas pour vous dresser à titre liminaire le tableau de ce que nous percevons, avec l'idée, effectivement, pour nous, fédération de parents, de suivre, bien entendu, avec une difficulté que vous avez déjà pointée du doigt, c'est-à-dire que beaucoup de parents n'ont évidemment pas l'agilité, la compréhension et l'avertissement par rapport à ce qu'est l'IA. Je pense que si vous vous adressiez à beaucoup de parents en leur demandant ce qu'est une IA, je pense que bien peu seraient capables de vous répondre. Ce qui évidemment est un problème parce que beaucoup de leurs enfants sont beaucoup plus avancés là-dessus. Donc voilà, en gros, je pense que l'idéal est peut-être de vous laisser le temps nécessaire pour vous poser les questions et à moi de vous répondre. Merci beaucoup, M. Garot. Madame la rapporteure, je vous en prie. Monsieur Garot, merci d'être avec nous. Vous représentez la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Je voulais savoir ce que la PEP et plus globalement peut-être les parents d'élèves aussi, de quoi disposent les parents d'élèves et leur fédération, de quoi mesurer l'ampleur et le type d'usage par les élèves de ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit l'usage qu'ils peuvent en avoir encadré parfois pendant les cours, mais aussi ce qu'ils en ont comme usage pour réaliser leurs devoirs, ou peut-être aussi leurs usages en dehors du cadre scolaire, mais qui correspondent aussi à des compétences. Quelles sont les études que vous avez éventuellement vous menées au titre de la PEP? Quelles sont les informations que le ministère de l'Éducation nationale vous pourvoit? Et est-ce que vous trouvez satisfaisant aujourd'hui le niveau de connaissance que l'on a de l'usage des outils d'intelligence artificielle par les élèves? Alors, nous réalisons une enquête annuelle auprès des parents au cours de laquelle on pose un certain nombre de questions. Cette enquête annuelle, évidemment, n'est pas dédiée spécifiquement à l'IA. On va poser beaucoup de questions sur bien des sujets. Et maintenant, on commence à intégrer cette question de l'IA. Mais j'ai envie de vous dire que c'est encore très naissant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, très sincèrement, et pour être tout à fait honnête, on n'a pas d'outils d'évaluation précis, on n'a pas d'éléments chiffrés, clairs. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera beaucoup plus systématique, et donc on pourra donner quelque chose, enfin donner un tableau qui soit un peu plus sourcé et documenté. Pour l'instant, ça reste encore très léger. Pour l'instant, c'est surtout du sondage, les points de vue qu'on peut avoir quand on échange. Quelques questions, je vous dis, intégrées à cette enquête annuelle, mais rien de suffisamment systématique pour avancer sur un terrain clair. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit,
On peut avoir le sentiment, par exemple, dans un établissement scolaire, un collège, un lycée, que l'IA est assez peu présente, hormis peut-être l'usage que les élèves peuvent en faire à leur domicile quand ils font des travaux divers et variés. Et au-delà de leurs travaux, l'usage privé qu'ils peuvent en faire, bien entendu, notamment sur de l'IA générative d'images plus ou moins drôles, plus ou moins comiques, plus ou moins imaginatives, plus ou moins artistiques. Mais quand ça apparaît, ça peut apparaître très brutalement. Je vais vous donner un exemple concret. Dans un lycée que je ne nommerai pas, cette année, là, les professeurs de mathématiques, par exemple, vont faire une épreuve de bac blanc et ont décidé que cette épreuve serait corrigée par l'IA. Ce qui a suscité un certain nombre de questions chez les élèves, parce que dans un raisonnement mathématique, on est susceptible d'accorder des points sur le résultat obtenu, mais aussi sur le raisonnement qui est tenu dans la copie, et ce à quoi les enseignants ont réagi en disant que tout était prévu, que l'IA avait été entraînée aussi bien à remarquer, identifier et estimer la qualité du raisonnement comme du résultat. Bon, ça, si vous voulez, c'est un événement, entre guillemets, un petit événement au sein de cet établissement qui apparaît comme ça du jour au lendemain parce que l'une des professeurs de mathématiques du lycée en question s'est penchée là-dessus, a commencé à travailler sur les différentes IA qui étaient susceptibles d'avoir ce rendu et de travailler sur la notation d'une copie d'élèves. Et puis, très satisfaite du résultat, elle en a informé ses collègues qui en ont été ravis positivement, et qui ont décidé de mettre ça en œuvre aussitôt. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant aussi avec l'IA et dans son usage, c'est que finalement, elle peut paraître très discrète en fond sonore, et puis brutalement faire une apparition très, très rapidement sur quelque chose d'aussi, on va dire, spectaculaire qu'une épreuve de bac blanc de mathématiques. Merci beaucoup de soulever cette question, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup eu d'échos sur les usages par les élèves pour faire des devoirs à la maison d'utilisation de l'IA, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu autant de témoignages sur l'utilisation de l'IA par les professeurs, pour ce que vous venez de souligner, des corrections de copies. J'imagine que le débat qui a eu lieu a éclairé et justement évité de simplement tomber d'un côté, mais on voit que l'IA peut avoir des bon côté, quand il est bien paramétré, quand il est bien regardé. Est-ce que les parents d'élèves du lycée en question ont compris aussi que ça pouvait éventuellement libérer du temps des professeurs et de pouvoir faire que ces professeurs aient encore plus de temps à consacrer à ce qui est la préparation et la personnalisation de leurs cours auprès de tous les élèves? Est-ce que ça, vous l'avez senti? Alors là, c'est un petit peu trop tôt pour vous répondre, parce que, encore une fois, c'est un événement très récent, et c'est vrai qu'il me semble d'autant plus intéressant qu'effectivement, comme vous dites, l'IA, pour l'instant, est dans un usage qui est plutôt discret, on va dire. Ça se passe dans la chambre des élèves, des enfants qui, en préparant un exposé, en préparant leur révision, peuvent travailler de manière relativement discrète. Parfois de façon très intelligente. Par exemple, pour réviser un cours, certains vont fabriquer une sorte de QCM de révision sur leur cours, ce qui est certainement un usage tout à fait intelligent et tout à fait approprié, et que l'IA sait faire très très bien. Peut vous générer comme ça des questions au kilomètre pour réviser votre cours. Donc ça, c'est un usage très bien, enfin très positif. Du côté des enseignants, on se doute bien, mais on ne le voit pas nécessairement, qu'ils peuvent utiliser l'IA pour préparer un cours. Peut-être même eux-mêmes pour s'entraîner un petit peu sur certains points qui peuvent leur manquer, parce que là aussi, il peut y avoir de la révision de connaissances pour des enseignants. Là, cet exemple-là est intéressant, parce que là, c'est vraiment un usage, on va dire, ouvert, dans la classe, dans la salle de classe, et sur la correction. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que les réactions portent moins sur le temps économisé par les enseignants, qui pourrait être certainement plus utilement utilisé ailleurs, dans la préparation du cours d'après, par exemple, que sur la question de savoir ce que l'IA va donc générer comme note. Parce que, comme vous le savez bien, quand on a monsieur Untel ou madame Machin, en mathématiques, on sait que monsieur Untel, par exemple, est un peu plus sévère dans sa notation que madame Machin, et que, par conséquent, on ne s'attend peut-être pas à avoir exactement la même note avec un enseignant et avec un autre. Là, on va avoir une IA qui va corriger tout le monde. Et donc là, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que l'IA est sévère? Est-elle sévère en tout? Jusqu'à quel point? Alors, semble-t-il, d'après les informations dont nous disposons, cette IA, on lui a demandé quand même de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, y compris à la qualité de l'orthographe
utilisées, enfin, que l'on va pouvoir remarquer dans la copie de mathématiques. Il y a forcément des parties rédigées, des parties textuelles. Et donc, l'IA, on lui a demandé également, en corrigeant la copie, de prêter attention à l'orthographe. Donc là, effectivement, il y a un questionnement, un doute, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, vous savez, bon, on a tous été élèves un jour, je pense, et donc on se dit toujours qu'avec tel prof, il faut s'attendre à peu près à avoir telle note. Donc là, il y a une véritable interrogation. Qu'est-ce que l'IA va bien pouvoir générer comme note ? Donc là, on aurait par l'IA une certaine objectivation, c'est-à-dire que ça ne dépendrait plus seulement des professeurs, même si on sait que les professeurs ont plein de critères à respecter pour pouvoir mettre des notes. Et là, on est sur une certaine objectivation et harmonisation des notes. Il y a la question de l'individualisation, de ce que permet l'IA. Si on se place dans le cadre d'un tutorat, en fait, un IA d'accompagnement au devoir, c'est-à-dire une IA qui accompagne l'élève du secondaire, par exemple, qui veut approfondir et adapter sa vitesse d'acquisition et une pertinence dessus. On a des promesses d'individualisation par l'IA qui va encore plus pousser celle qui est permis dans le temps imparti par le professeur, surtout quand on est sur des classes plus chargées. Alors, est-ce que cette individualisation, elle va permettre jusqu'à accueillir encore plus les élèves qui sont dans une certaine neurodiversité et qui peuvent avoir parfois des porteurs de handicap, parfois c'est moins, mais en fait, on n'est pas forcément adapté totalement à la manière dont le professeur avance. Et pour vous, est-ce que cette promesse d'individualisation, c'est une promesse de meilleure acquisition des connaissances par les élèves ? Ou est-ce que, et ça peut être en même temps, c'est la promesse d'un accroissement des inégalités, où certains qui pourraient apprendre plus vite apprendraient plus vite, et puis les autres resteraient un petit peu de côté. Est-ce que c'est le progrès pour tout le monde, parce que justement personnalisé, ou est-ce que c'est finalement on oublierait le groupe classe ? Alors, il est bien sûr très difficile de vous répondre sur une question d'anticipation de ce qui apparaît comme une forme de science-fiction bien réelle et bien présente. Difficile de tirer des conclusions parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont contradictoires. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand un nouvel outil apparaît, c'était la même chose quand Internet est apparu. La question était de savoir, parce que déjà l'Internet en arrivant, début des années 2000, posait aussi déjà la même question, c'est-à-dire de savoir en quoi l'usage d'Internet, avec l'ensemble de l'accès à la connaissance facile et rapide, permettrait peut-être à certains de créer une sorte de gap irrémédiable avec d'autres qui seraient moins familiers avec Internet. J'ai envie de vous dire que on peut supposer que d'un côté, ça peut effectivement créer des inégalités, les accroître, et on sait qu'en France en particulier, on est tout à fait sensible à ce sujet, d'une part parce que l'égalité est un point nodal, je dirais, de la République, mais c'est aussi un vrai sujet parce qu'on voit bien que dans les résultats scolaires, il y a quand même de profondes inégalités, notamment d'origine sociale, qui constituent évidemment un point de focalisation de beaucoup de spectateurs et d'analystes du sujet. Alors d'un côté, oui, ça peut accroître effectivement les inégalités, mais d'un autre côté, ça peut aussi les réduire. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'informatique et les outils informatiques, et l'IA est un outil informatique évidemment très, très élaboré, tellement élaboré d'ailleurs qu'on a du mal à utiliser le terme d'informatique encore à son sujet, mais ce sont des outils qui sont très faciles d'usage, extrêmement faciles d'usage, qui ne demandent pour ainsi dire pas de formation spécifique ou assez peu. Il y a évidemment de la formation, notamment sur la rédaction des prompts, des choses qui peuvent permettre quand même d'optimiser l'usage de l'intelligence artificielle. Mais d'une manière générale, l'ergonomie est simple, facile. Vous avez la possibilité quasiment de converser avec l'intelligence artificielle qui elle-même vous invite à préciser votre question ou à l'enrichir, qui va vous proposer soit de développer sa réponse, soit au contraire de la résumer, de la contracter. J'ai envie de vous dire que compte tenu de la facilité d'usage de l'outil, il y a autant de chances que cela réduise les inégalités que ça les accroisse. Avec une vraie question réelle, qui est que de toute façon, quand on interroge une intelligence artificielle, c'est pour avoir des réponses.
mais que le point le plus important, c'est quand même de savoir poser les bonnes questions. Et c'est là où peut-être, d'ailleurs, sans doute, et en tout cas on peut l'espérer, les enseignants auront toujours un rôle très important à jouer. Je vous dis, moi, au début des années 2000, je voyais bien sur Internet certains collègues qui utilisaient exclusivement Internet pour poser des questions qui étaient très, on va dire, intellectualisantes, très intellectuelles, etc. Et puis d'autres qui utilisaient Internet pour acheter un pull à distance. Donc tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et là-dessus, il est très difficile de savoir exactement où le point d'équilibre va se situer, si ça sera plus du côté de l'inégalité que de l'égalité. Merci beaucoup. Vous avez fait écho aux différentes pratiques qu'il y a eu aussi dans l'école, notamment par rapport au numérique. Le numérique éducatif a fait que ces dernières années, on a eu des logiques d'équipement, d'écran, notamment individuels. Aujourd'hui, on a toute une sphère du débat public qui dit non aux écrans, non à l'utilisation du numérique. Comment les parents d'élèves vivent peut-être ce qui peut être apparenté à des injonctions contradictoires. D'un côté, il faudrait limiter l'écran. De l'autre côté, parfois, il faudrait utiliser et avoir recours aux outils d'intelligence artificielle qui, a priori, utilisent beaucoup l'écran. Comment on arrive et comment vous ressentez chez les parents le fait d'avoir ces différentes injonctions paradoxales ? Alors, c'est un paradoxe qui rejoint celui qui consiste à faire passer tous les livres scolaires en numérique, tout en ayant un discours plutôt de défiance vis-à-vis du tout numérique et en particulier des écrans. Alors là aussi, c'est un sujet complexe. Le premier point, en fait, c'est les conséquences que l'écran, et bon, c'est un terme un petit peu générique pour qualifier tout simplement le fait que l'écran, d'une manière générale, ou les écrans, ont tendance à accélérer profondément la réflexion, au point peut-être de la réduire, voire même de la faire disparaître. Et on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont des capacités de concentration de plus en plus réduites. C'est-à-dire que quand ils vont se focaliser sur un sujet, il va falloir y passer très peu de temps, faute de quoi ils vont zapper. Et il y a là un vrai problème, ce qui est un vrai sujet. Alors pour nous, c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet, parce que évidemment, j'ai mon âge, et que je ne suis plus lycéen depuis fort longtemps. Mais c'est vrai que quand j'interroge les enfants, les miens notamment, pour eux, ils ont beaucoup de mal à comprendre évidemment ce qui nous distingue, mais ils ne se rendent même pas compte à quel point leur difficulté de concentration est grande, à quel point l'idée de prendre un livre et de le lire de la première à la dernière page leur paraît quelque chose de devenu incongru. C'est-à-dire qu'un livre contient un certain nombre d'idées, c'est une histoire qui est racontée, enfin, tout dépend évidemment si on est dans de la littérature pure ou dans un livre à caractère plus historique, scientifique, que sais-je. Mais l'idée de lire un livre, c'est quelque chose qui semble avoir un peu disparu. On prend le livre, tout plus précisément on prend son texte, et puis on va demander à l'intelligence artificielle de vous le résumer, et puis ensuite de vous en résumer les différentes parties. Et puis quand il y a la partie qui vous intéresse parce que vous travaillez dessus en fonction d'un devoir à faire, d'un exposé à faire, là on va demander effectivement à ce que l'IA intervienne pour développer un petit peu plus cette partie-là. Donc là effectivement, pour moi l'écran est un problème on va dire, engendre ou peut engendrer des problèmes cognitifs liés à la capacité de concentration. Alors est-ce que l'IA va aggraver la chose? Je ne pense pas. Je pense qu'il va simplement y participer. Et il participe à cette évolution dans le sens où il l'autorise. Il permet justement cette forme de zapping permanent, d'absence de concentration, tout en étant malgré tout très très efficace. Parce que l'IA est très efficace. Et que quand vous voulez lire un livre et que vous demandez à l'IA de vous présenter le livre, eh bien en quelque sorte, en une demi-heure, il est capable de vous en apprendre pratiquement autant que si vous l'aviez lu. Alors j'ai bien dit pratiquement autant. Donc il y a une forme de plaisir de lecture qui n'y sera certainement pas. Il y a certainement des informations qui n'y seront pas. Il y a aussi des idées qui vous seront données, mais sans savoir exactement totalement comment l'auteur arrive à cette conclusion. Donc il y a une partie de raisonnement qui va manquer. Et donc ça va y participer très certainement, oui.
la difficulté de l'attention, mais vous l'avez signalé, il y a l'interaction qui est possible aussi avec les outils d'intelligence artificielle qui là peuvent relancer l'attention dans cet échange. J'aimerais avoir votre avis sur les pratiques de classe inversée, pratiques qui consistent à ce que les élèves prennent connaissance du cours avant la classe, et la classe devient un moment où on va contrôler que chacun ait bien compris finalement, et qu'on soit davantage dans une logique d'échange entre le professeur et les élèves plutôt que l'inverse. Est-ce que d'après vous c'est une pratique qui se répand? Est-ce que c'est une pratique qui suscite chez votre fédération un accueil favorable? Quelles sont les questions que cette inversion, cette classe inversée suscite chez vous? Alors, on n'a pas le sentiment de rencontrer si souvent que ça cette forme de pédagogie inversée, comme vous dites. A priori, elle a de quoi laisser dubitatif là aussi. Alors, c'est peut-être une question de génération, parce qu'on a toujours été plutôt... nous appartenons à des générations, nous les parents, qui avons plutôt suivi les cours magistraux d'enseignants qui nous donnaient un petit peu le b.a.-ba du cours. Ça peut paraître un peu étrange, un peu incongru. Là aussi, ça peut laisser dubitatif, tout simplement parce que si vous découvrez par vous-même certains sujets, à l'avance, il n'est pas dit que vous vous posiez les bonnes questions, il n'est pas dit que vous n'envisagiez pas un certain nombre de choses de manière erronée, et peut-être est-il plus difficile après de comprendre et d'accepter la correction que l'enseignant sera susceptible d'apporter après dans ce que vous pensez avoir compris initialement, plutôt que d'avoir d'emblée, de la part de l'enseignant, le bon chemin et le bon raisonnement. Donc, a priori, on n'y est pas forcément très favorable. Mais on peut supposer aussi que peut-être dans certains cours, dans certains cas, sur certains sujets, pourquoi pas. Merci beaucoup. Une des grandes préoccupations des parents, mais pas que des parents, c'est l'orientation. C'est aussi la valeur des diplômes et c'est le devenir en bout de chemin éducatif de leurs enfants. On a parlé d'algorithmes, d'intelligence artificielle avec la plateforme Parcoursup. On sait aussi que certains utilisent l'IA pour déjouer éventuellement ce que les algorithmes de Parcoursup peuvent avoir comme conséquence. En fait, se posent des questions, et là je vous amène à la fin du chemin des écoliers, sur est-ce que ça servira encore d'avoir des diplômes et comment on pourra attester de l'acquisition des connaissances via un diplôme, comment réfléchir l'orientation de son enfant en connaissant la profonde mutation que les métiers vont connaître avec l'intelligence artificielle. Quelles sont vos réflexions et celles des parents d'élèves sur ces sujets? Alors, la question d'orientation est évidemment centrale, puisque pour beaucoup d'entre nous, faire des études, ça sert in fine à avoir un métier, une profession et réaliser un parcours de vie. Donc évidemment, l'orientation est quelque chose d'essentiel. L'orientation est de plus en plus compliquée, d'une part parce qu'il y a peut-être davantage de métiers qu'auparavant, peut-être aussi parce que beaucoup de métiers aujourd'hui sont méconnus alors qu'ils deviendront des métiers essentiels dans quelques années, et peut-être même très très vite, et peut-être même du jour au lendemain. Je pense que travailler dans l'IA il y a 20 ans, ce n'était pas forcément quelque chose de très clair. Il y a 10 ans, ça l'était beaucoup plus. Aujourd'hui, ça apparaît comme évident. Donc, l'IA, dans une certaine mesure, peut permettre de débrouiller le terrain pour beaucoup de jeunes. Et d'une manière générale, quand on voit ce qu'est Parcoursup aujourd'hui, c'est-à-dire quand même un magnifique outil, vraiment un magnifique outil, trop souvent critiqué, parce qu'on a tendance à confondre un petit peu l'outil avec le travail de sélection qui est réalisé par les formations du supérieur. Ce n'est pas l'outil qui va sélectionner, c'est la formation derrière l'outil, mais l'outil qui se veut très complet, jamais totalement exhaustif, mais très complet. Et l'IA, là, peut jouer un rôle, peut aider effectivement, parce on peut être effectivement totalement dans la recherche de certaines professions, de certains métiers, de certains secteurs qu'on connaît peu ou mal, qui sont peut-être anciens, mais pour certains à peine naissants. Et là-dessus, on a tendance plutôt à faire confiance au fait que l'IA puisse apporter vraiment clairement un outil, quelque chose de très important. Et là-dessus, il faut jamais se méprendre. D'ailleurs, c'est peut-être un petit aparté à faire sur ce qu'est l'IA. C'est-à-dire qu'il
Il faut bien comprendre que l'IA, c'est jamais que l'interface avec un réseau d'information, qui est le réseau Internet en quelque sorte. L'IA n'invente rien. L'IA a accès à une base de données, une banque de données absolument colossale à travers tout Internet. Puis après, lui, il va mouliner, il va faire des choses avec, évidemment. Il va pouvoir inventer des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il invente une loi, quand il invente un arrêté, quand il invente un théorème mathématique. Mais d'une manière générale, il y a un professeur de droit qui m'en parlait récemment, quand il y a une erreur dans une copie et que manifestement la copie a été générée par l'IA, le professeur en question avait tendance à me dire qu'il était plutôt indulgent parce que quelque part l'élève ne l'avait pas inventé et que l'IA lui avait ressorti ça. Donc il ne faut jamais oublier que quelque part l'IA va avoir accès et va être capable de raisonner ou d'offrir quelque chose qui s'apparente à un raisonnement à partir de données dont certaines peuvent être erronées, l'immense majorité juste, mais une partie aussi erronée. Et donc là-dessus, il faut faire aussi attention au fait que l'IA ne donne pas et ne délivre pas la vérité. Il fait une forme de synthèse très intelligente, très structurée, de données qui, pour certaines, peuvent être erronées. Donc il faut faire aussi très attention au fait que l'IA n'est pas infaillible. Et ça, c'est très intéressant et important, et je tenais aussi particulièrement à vous le dire, parce que ce que l'on constate chez les jeunes aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est aussi parfois une défiance vis-à-vis de l'IA. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, que nous, on est un peu méfiants vis-à-vis de l'IA parce que c'est très nouveau, qu'on découvre ça et puis qu'on n'est pas forcément très accessible à l'idée de s'y intéresser de près. Mais et que les jeunes, au contraire, seraient d'une grande naïveté et goberaient tout ça, c'est pas forcément le cas du tout. C'est pas forcément le cas. Beaucoup de jeunes sont capables de faire la différence entre les différentes IA. Ils sont capables de comprendre aussi que l'IA peut les induire en erreur. Ils sont parfaitement capables de le faire, et notamment par le biais des IA de génération d'images, vidéos ou photos ou dessins. Il y a un agacement croissant chez beaucoup de jeunes de voir surgir beaucoup de vidéos générées par IA qui sont parfois charmantes, hein, notamment avec des petits animaux qu'on anthropomorphise à loisir. Mais au bout d'un moment, ça finit par agacer parce que finalement, toutes ces choses fausses comme ça vient perturber en quelque sorte la perception qu'on peut avoir du réel. Donc même chez les jeunes aujourd'hui, ça c'est peut-être un message un peu positif aussi là-dessus, il y a quand même aussi un esprit critique qui persiste en dépit du rouleau compresseur que à quoi l'IA peut ressembler un peu trop souvent dans notre esprit. L'esprit critique, effectivement, doit être celui de toutes les générations, et les plus jeunes n'en manquent parfois pas. Pour autant, le rôle de l'éducation nationale aussi, c'est de l'aiguiser, cet esprit critique. Il y a eu ces dernières années, avec l'EMC, le fait de dire qu'il faut éduquer aux écrans, aux réseaux sociaux. Plus récemment, à partir de septembre 2025, l'idée était de prévoir dans une feuille de route du ministère de l'Éducation nationale une sensibilisation aux connaissances de base sur les IA, connaissances sur les enjeux et sur la logique. Depuis la rentrée 25, les élèves de 4e et de seconde doivent normalement recevoir cette formation aux IA, et notamment sur la plateforme Pix, qui est utilisée depuis quelques années. Est-ce que ça vous paraît être le cas? Est-ce que ça vous paraît être suffisant? Alors c'est le cas, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas encore le recul nécessaire pour vous dire dans quelle mesure c'est utile, suffisant ou pas. Est-ce que beaucoup de jeunes n'ont pas déjà, par rapport à l'IA, des connaissances plus avancées que ce que Pix peut leur expliquer? Je pense que c'est le cas dans la plupart du temps, d'une manière générale. Le point de vue que nous pourrions défendre ici, d'une manière générale, c'est que nous souhaitons au maximum que l'école se concentre sur ses enseignements de base, ses enseignements fondamentaux, et que la multiplication d'enseignements qu'on finit par institutionnaliser, que ce soit sur la question du climat, que ce soit sur le retraitement des déchets, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur l'informatique, etc., nous préférerions que ce soit des enseignants dans les cours, dans les disciplines qu'ils enseignent,
qui, dans le cours de leurs enseignements, puissent glisser quelques mots là-dessus. Et au contraire, qu'ils disent, qu'un professeur d'histoire-géographie puisse dire bah, « écoutez, voilà, là j'ai terminé mon cours, je pense qu'il serait tout à fait utile pour vous, peut-être même en utilisant l'IA, de vous intéresser à tel sujet, tel point, peut-être de développer tel aspect que je n'ai pas vu dans mon cours. Méfiez-vous, l'IA peut avoir aussi certaines limites. Voici quelles sont les limites. Si vous voulez avoir quelque chose de précis, voici le prompt que vous pourriez peut-être, ou la question, pour être plus précis, que vous allez poser à l'IA pour avoir cette information. Bref, que ce soit intégré plutôt dans le cours, plutôt que de constituer un enseignement supplémentaire à part. Donc une utilisation de l'IA et une sensibilisation à l'esprit critique qui soit transversale et appliquée à toutes les matières pour conserver cet accès aux fondamentaux comme prioritaire. Et d'autant plus que on peut quand même penser qu'en règle générale, on apprend d'autant mieux quand on est face à un cas pratique, plutôt que dans le cadre d'un cours qui se veut très, très intellectuel, très générique. Je pense que c'est beaucoup mieux, on apprend beaucoup plus facilement quand on est vraiment immergé dans un cas pratique. Voilà, vous avez un exposé à préparer, le professeur autrefois pouvait vous dire bah, pour préparer l'exposé, il faudra lire tel livre et tel livre. Là, s'il vous dit bah, vous pouvez lire tel livre et tel livre, si vous avez envie d'utiliser l'IA pour éventuellement réviser, etc., bah, demandez-lui peut-être de vous faire un point plus précis sur le chapitre 5, parce que c'est là où vous allez trouver l'essentiel des informations nécessaires. Ça sera certainement beaucoup mieux retenu par les élèves plutôt que de donner une sorte de cours magistral sur l'IA, au cours duquel l'élève regardera le plafond et s'amusera avec son petit copain. Merci beaucoup. Voilà, pour ces idées d'application de l'IA plutôt que de la sensibilisation sans cas pratique. Je voulais maintenant revenir aux parents d'élèves. Les parents d'élèves que vous accompagnez en tant que fédération, vous nous avez dit que annuellement vous leur posez des questions et de plus en plus sur la place de l'IA. Est-ce que vous leur avez fourni, au-delà de récupérer leur avis, des modules de conseils, de formation. C'est-à-dire que si là, on a bien vu que l'Éducation nationale mettait en place des sensibilisations pour les élèves, est-ce qu'il serait possible, souhaitable, obligatoire pour les parents d'élèves d'être eux aussi sensibilisés à ce que l'IA représente dans le volet éducatif, au bénéfice de leurs élèves, et puis parfois un peu plus à leur détriment. Comment voyez-vous le rôle de la puissance publique ou celle des fédérations dans l'accompagnement de ces parents d'élèves? Alors c'est sans doute un sujet encore plus délicat, parce qu'au moins les enfants, les élèves, ils sont dans une salle de classe, on peut s'adresser à eux, il y a plusieurs interlocuteurs, et puis ils ont un usage de l'IA dans le cadre de leurs études qui s'impose quasiment de lui-même. Pour les parents, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour nous, en termes de fédération, je dirais que les sujets liés à l'IT, à l'informatique, sont venus à travers des informations, des webinaires en particulier, dédiés essentiellement à la question des écrans et du temps d'écran, et au fait de savoir comment les parents pouvaient faire en sorte de limiter le temps d'accès aux écrans de leurs enfants, par des outils techniques parfois, permettant de bloquer un maximum d'heures par jour, ce genre de choses. Et donc, c'est à partir de ces conférences, de ces webinaires, que nous avions la possibilité de leur offrir, que progressivement est venue s'imposer l'idée aussi de produire des séminaires sur l'IA. Donc ça, on fait ça notamment depuis l'année dernière, en gros, hein, où 1 à 2 fois par an, on prévoit des sujets là-dessus. Et je pense que ça va se développer beaucoup. Beaucoup. Je pense que l'année prochaine, déjà cette année, je pense qu'on n'en fera pas 1 ou 2, mais plutôt 2 ou 3. Et je pense que l'année prochaine, on en fera sans doute 3 ou 4. En particulier parce que bien souvent, ce que nous pouvons proposer aux parents nous vient en grande partie de partenaires qui sont susceptibles de nous proposer des sujets que nous pourrions développer avec eux dans le cadre de ces webinaires. Et là, on a de plus en plus de partenaires qui nous suggèrent des sujets autour de l'IA. Donc, on va faire de plus en plus de choses autour de ça. Après, comment la puissance publique peut-elle, elle, à côté de la fédération ou des fédérations de parents d'élèves, et peut-être mieux qu'elle, je ne sais pas, s'adresser aux parents, c'est sans doute plus délicat. Sans doute beaucoup plus délicat. Alors sans doute qu'il faudrait sensibiliser les chefs d'établissement, les professeurs principaux peut-être en début d'année,
à ce que systématiquement ou assez systématiquement, il y ait des informations qui soient données aux parents. Jusqu'à présent, dans le cadre de ces rencontres, chaque professeur, chaque enseignant, professeur principal va expliquer en gros comment il va organiser le cours de son année, quels sont les sujets qui vont être abordés. Et puis parfois, il va dire, quand on abordera tel sujet, d'ailleurs, nous ferons une sortie, etc. Bon, dans tel ou tel musée, pour illustrer le propos. Peut-être serait-il bien qu'à cette occasion-là, les professeurs rajoutent un petit peu un point sur l'IA et fassent peut-être un petit peu preuve de conseil auprès d'eux, à la fois pour les prévenir sur ce qui pourrait apparaître comme des débordements, mais aussi tout en les familiarisant avec un outil qui, malgré tout, est incontournable, ne sera certainement pas contourné, on ne va pas le désinventer, ça va même être de plus en plus puissant et de plus en plus présent, et donc aussi peut-être pour rassurer parfois. Peut-être une dernière question sur justement la sensibilisation et l'éducation la plus large possible, au-delà des élèves, au-delà des parents d'élèves. En 2018, la Finlande avait lancé une initiative de former 1% de sa population aux enjeux de l'IA. Ils ont mis en place des modules de formation qui s'appellent Elements of AI. Lors de leur présidence du Conseil de l'Union européenne, ils ont fait traduire ces différents modules. Aujourd'hui, rien qu'en Finlande, ils ont réussi à dépasser largement les 5% de la population sensibilisée. Pour vous, et pour répondre peut-être à ce défi de savoir comment toucher les parents d'élèves, ne faudrait-il pas lancer une telle démarche également en France? Et si oui, quelles sont les différentes possibles contraintes que vous voyez, connaissant cette cible, notamment des parents d'élèves, mais d'aller toucher une population pour lui faire apprendre des choses alors qu'elle est bien adulte? Je ne sais pas très bien comment vous répondre. Je ne sais pas très bien comment vous répondre parce que je sais à peu près plus ou moins de quoi je parle dans le cadre scolaire pour avoir, je dirais, une approche des parents dans un cadre qui pourrait être extrascolaire, si j'entends bien ce que vous dites là, et notamment par rapport à l'expérience finlandaise, que je ne connais pas par ailleurs. Très franchement, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est très complexe parce que vous avez des parents qui sont très curieux, des parents qui sont au contraire très très réticents à tout ce qui est nouvelle technologie, ou qui vont partir du principe que de toute façon, ils n'y comprennent rien, ils n'y comprendront jamais rien. Donc c'est une population très hétérogène, les parents, c'est comme les élèves, ce sont des termes génériques derrière lesquels se trouvent des réalités très, très contrastées. C'est très difficile à vous dire, et je ne suis pas sûr de ne pas sortir de mon rôle en essayant de préconiser des choses qui ne concernent pas directement l'école. Une dernière question pour savoir si, à votre connaissance, tout à l'heure je parlais de la classe inversée en parlant de la relation entre professeurs et élèves. Je voulais savoir s'il y avait eu à votre connaissance des élèves qui avaient tenté de former, de sensibiliser leurs parents à ce qu'était l'IA. Sans doute, mais je n'ai pas d'exemple précis. J'ai l'impression que dans la plupart des cas, ça reste un petit peu le précaré. Vous voyez, que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes écoutent leur musique dans leur coin, que vous ne connaissez pas nécessairement et forcément, et puis ils utilisent l'IA également dans leur coin. Et finalement, ça fait partie un peu de leur univers, d'un univers qui les différencie beaucoup de leurs parents. Et comme on le sait, les jeunes générations ont toujours un certain plaisir à montrer une forme à la fois d'indépendance, voire de supériorité par rapport à la génération qui les a précédés. Donc pour l'instant, le sentiment global et général est plutôt celui d'une forme de discrétion et d'usage discrétionnaire un peu loin des parents. Très très bien, merci beaucoup M. Garou pour cet échange. Vous savez, en classe, l'enseignement qui est dispensé, vous le savez bien, également à tous les élèves. La classe est un lieu égalitaire par définition. C'est le même enseignement que reçoivent chacun des élèves présents. Les différences d'accès au savoir, d'acquisition, elles se cristallisent à la maison, en fonction de l'accompagnement des parents. Tout ça, vous le savez. Et je ne pense pas d'ailleurs que l'IA, de ce point de vue-là, change les choses. Donc, l'enjeu pour les parents est toujours le même. C'est un nouvel outil, vous avez raison de le considérer comme un outil, et qui sera de plus en plus répandu, qui est à la disposition de ceux qui apprennent, de ceux que l'on instruit, et
il appartient à chaque famille maintenant d'en faire le meilleur usage possible. On peut très bien imaginer, dans tous les milieux, un usage large de l'IA. On peut aussi imaginer que certains parents s'en désintéressent et d'autres, au contraire, investissent beaucoup dessus. Comme nous avons reçu il y a quelques jours Luc Ferry, le docteur Alexandre et monsieur Babot, ils ont usé d'une formule saisissante. Ils ont parlé de l'IA comme de l'IA Aristote. Ils disaient... Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand. d'Alexandre le Grand. Et ces trois intellectuels et praticiens nous ont dit, en fait, c'est la possibilité extraordinaire qu'offre l'IA, c'est le préceptorat. Le préceptorat, qui vient soit remplacer, à leurs yeux c'est possible, à nos yeux peut-être moins, et moins souhaitable surtout, mais en tout cas qui vient compléter l'enseignement classique, l'enseignement classe. Voyez. Et donc moi il me semble qu'il faudrait vraiment que les parents d'élèves s'approprient cela en tant qu'acteurs sociaux. Et j'appellerais volontiers, moi, on n'en est pas là, hein, et c'est Madame Calvez qui va rédiger le livret, mais si j'ai une petite proposition à faire, je dirais volontiers qu'il faudrait un livret du bon usage de l'IA par les parents d'élèves pour accompagner leurs enfants. Ça peut se faire d'ailleurs au niveau d'un lycée, à mon avis c'est faisable, ou au niveau ministériel, ça c'est autre chose, ou aux deux d'ailleurs. Hein. Mais il me semble que les parents d'élèves devraient, en tant qu'acteurs sociaux majeurs dans l'éducation de leurs enfants, s'approprier ce nouvel outil au bénéfice des apprentissages. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Oui, je partage votre point de vue. Je pense que de toute façon, beaucoup de parents vont être amenés, ne serait-ce même que dans leur profession respective, ou dans leur vie quotidienne, à rencontrer l'IA. Donc je pense que ce serait utile à la fois pour mieux comprendre le parcours de leurs enfants, voir comment ils peuvent l'utiliser dans le cadre de leurs études, mais même peut-être aussi en faire un usage personnel. Oui, bien sûr. De l'IA, on peut faire beaucoup de choses. On peut leur demander de faire aussi bien des raisonnements complexes que d'apporter un tableau général sur un sujet qui pourrait demander des mois de recherche. En quelques secondes, vous dressez un portrait très intéressant. Vous pouvez très bien faire un patron pour fabriquer une chemise. Vous pouvez très bien faire en menuiserie un plan pour fabriquer un meuble. Exactement. Donc le champ d'application est si vaste que ce qu'il faudrait peut-être, c'est montrer effectivement, et notamment aux adultes, à quel point ils peuvent en faire un usage extraordinaire, exceptionnel. Tout en gardant présent à l'esprit qu'il faut toujours garder un esprit critique. Encore une fois, l'IA n'invente pas vraiment. L'IA fait un apprentissage ultra accéléré de choses déjà existantes, erreur comprise, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure. Donc là-dessus, il faut toujours effectivement garder toujours un peu de distance avec tout ça. Alors je ne sais pas comment vous... Alors, on a parcouru assez largement l'ensemble des questions que vous aviez posées. Il y avait notamment le document que vous m'avez fait parvenir des considérations qui se voulaient peut-être plus philosophiques, je dirais plus générales, globales. Peut-être pourrions-nous terminer par peut-être 2 points que j'aimerais peut-être avancer. Je ne sais pas comment vous prévoyez cette audition. Effectivement, dans le questionnaire qui vous a été adressé, comme à l'ensemble des personnes auditionnées, on vous invitait à pouvoir prendre position sur est-ce que vous êtes plutôt d'un techno-optimisme, techno-pessimisme, est-ce que vous considérez que l'intelligence artificielle est de l'ordre d'une révolution telle que celles qui ont été précédemment faites, que ce soit la vapeur, l'électricité, le numérique, ou est-ce qu'on est sur une rupture plus anthropologique? J'imagine que c'est ces questions auxquelles vous faisiez référence. Donc en termes de conclusion, on vous invite effectivement à ce que vous puissiez donner votre avis sur ces différentes questions. Veuillez m'excuser. Je ferai une conclusion en 2 temps. Première conclusion aussi pour m'interroger aussi sur la place des enseignants. On sait que les enseignants aujourd'hui, c'est une population, une profession qui est assez largement contestée socialement, jusque dans les établissements. Il faudrait pas non plus que l'IA, il faudrait que l'IA soit, je dirais, prise en compte par les enseignants pour leur permettre aussi de renforcer leur propre place au sein de la salle de classe et que cela ne les affaiblisse pas davantage encore, au même titre qu'un certain nombre de professions qui autrefois faisaient partie de ce que l'on appelait
les personnes illustres au sein d'une société, le maire, le curé, le notaire, le médecin, l'enseignant. Il faudrait que, si ça peut être l'occasion aussi de renforcer la position des enseignants et pas de l'affaiblir davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce serait une bonne chose, avec la crainte qui va avec. Et enfin, donc pour finir, effectivement, on va dire que nous sommes plutôt partisans d'un techno-réalisme, donc sans optimisme ni pessimisme, et que c'est assurément une révolution anthropologique de très grande ampleur. Je ne veux pas être très original ici. Il y a eu la révolution copernicienne qui a montré que l'homme n'était plus au centre du monde. Darwin nous a appris que nous étions un animal, ce qui faisait mal, là aussi, à notre sens de l'honneur et à notre compréhension de nous-mêmes. Freud, ensuite, nous a montré que l'intelligence, notre intelligence, nous ne la maîtrisions pas totalement, loin de là. Et finalement, avec l'IA, nous avons en face de nous une forme d'intelligence, semble-t-il, qui nous dépasse de beaucoup. Ce qui fait un quatrième clou dans le sarcophage de nos espoirs les plus forts. Et donc, effectivement, c'est un vrai sujet, c'est une vraie révolution anthropologique qui effectivement est à l'œuvre. Et on pourrait terminer en se disant d'ailleurs que quand on voit depuis quelque temps entendre dire, là-dessus je n'ai pas d'informations très précises, mais que certaines IA semblent acquérir une forme de conscience d'elles-mêmes, qu'elles sont capables, par exemple, de faire en sorte que l'ingénieur qui cherche à les désactiver, ne serait-ce que pour une mise à jour, va entreprendre une stratégie visant à se survivre à elle-même. C'est vrai qu'on revient au cogito ergo sum de Descartes. Je pense donc donc il semblerait que certaines IA, en pensant, prennent conscience qu'elles sont. Et donc la révolution anthropologique est très large, aussi bien pour nous que pour les IA elles-mêmes, semble-t-il. Voilà, j'en terminerai ici. Merci beaucoup, Monsieur Garot. Merci pour cet échange très intéressant. Eh bien, écoutez, bon retour chez vous, bonne fin de journée. Merci.